Chapitre 11. Comment communiquer? Le croirez-vous? Il y a 4 moyens, et 4 seulement, pour entrer en contact avec le monde. C'est à travers eux que nous sommes jugés, ce que nous faisons, ce que nous paraissons, ce que nous disons et notre façon de le dire. Ce chapitre traitera du dernier point. Quand j'ai commencé mes cours de parole en public, j'ai passé beaucoup de temps à des exercices pour augmenter la puissance de la voix, étendre son registre, lui donner de la souplesse. Je n'ai pas tardé à me rendre compte qu'il était futile d'enseigner à des adultes comment accentuer les nasales et mouiller les voyelles. Tout cela est parfait pour qu'il puisse se permettre de passer 3 ou 4 ans à améliorer sa diction. Mes stagiaires devaient se contenter de leur voix. Je me suis rendu compte qu'il serait plus profitable de travailler à les libérer de leurs appréhensions que de leur faire pratiquer la respiration diaphragmatique, et que j'obtiendrais ainsi des résultats plus rapides et plus durables. Premièrement, pulvériser votre coquille dans mon entraînement. Plusieurs séances ont pour objectif de décontracter les participants. Je leur propose de sortir de leur coquille et de constater alors que le monde est prêt à les accepter chaleureusement. Cela demande un effort, je l'admets, mais le résultat en vaut la peine. Comme le maréchal Foch l'a dit de l'art de la guerre, le plan est simple dans sa conception, mais compliqué dans son exécution. Les gens sont figés, non seulement physiquement mais mentalement. Cela ressemble à la raideur qui vient avec l'âge et c'est là l'obstacle le plus important à vaincre. Il n'est pas facile d'être naturel au public. Les acteurs le savent bien. Quand vous étiez un enfant, disons de 4 ans, vous auriez pu probablement monter sur une estrade et parler avec naturel. Mais à 24 ou 44 ans, que se passe-t-il? Avez-vous gardé le naturel de votre enfance? C'est possible, mais il y a gros à parier que vous vous raidissez et rentrez dans votre coquille comme une tortue. La difficulté, lorsqu'on entraîne des adultes à parler en public, n'est pas de leur faire acquérir quelque chose, mais, au contraire, de les débarrasser des entraves qui les empêchent de parler avec le naturel qu'ils auraient si quelqu'un leur donnait un coup de poing. Des centaines de fois, j'ai interrompu mes participants au milieu de leur causerie, leur demandant de parler comme un être humain. Je suis souvent rentré, chez moi, le soir, mentalement et nerveusement épuisé après avoir essayé de les exercer à parler naturellement. Non, croyez-moi, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Une de mes séances est réservée à l'interprétation de sketchs. Je demande aux participants de s'oublier dans le rôle. Ils découvrent avec surprise que, même en jouant un rôle ridicule, ils ne sont pas gênés. Ils sont étonnés par leur don d'acteur. Après vous être totalement décontracté devant un groupe, vous n'allez probablement plus, dans une situation normale, rester figé quand il s'agira d'exprimer vos opinions devant une personne ou devant un groupe. La soudaine liberté que vous ressentez est comme celle d'un oiseau prenant son envol après avoir été retenu dans une cage. Si on se presse au théâtre ou au cinéma, c'est pour voir des gens comme vous et moi agir sans complexe et qui sont capables de montrer leurs émotions. Deuxièmement, n'essayez pas d'imiter les autres. Soyez vous-même, nous admirons les orateurs qui s'expriment de façon spectaculaire, qui ne craignent pas de s'extérioriser et de livrer de façon originale et personnelle ce qu'ils ont à dire à leur auditoire. Peu après la Première Guerre mondiale, j'ai rencontré à Londres 2 frères, Sir Ross et Sir Kay Smith. Ils venaient d'accomplir le premier vol Londres-Australie et de gagner ainsi le prix de 50 000 $ offert par le gouvernement australien. Ils avaient fait sensation dans tout l'Empire britannique et le roi les avait anoblis. Le capitaine Orley, un photographe connu, les avait accompagnés pour filmer l'expédition. Je les aidais à préparer le commentaire pour accompagner le film et les entraîner à le dire. Ils le firent 2 fois par jour, 4 mois durant, au Philharmonie Hall de Londres, l'un parlant l'après-midi, l'autre le soir. Ils avaient connu la même expérience. Côte à côte, ils avaient survolé la moitié du monde. Ils faisaient le même récit, presque mot pour mot, et cependant cela semblait tout différent. Dans un discours, quelque chose compte au-delà des mots, c'est l'art de les dire. Ce n'est pas tant ce que vous dites que votre façon de le dire. Brûlov, le grand peintre russe, corrigea, un jour, une étude d'un de ses élèves. Celui-ci regarda avec stupéfaction le dessin corrigé et s'exclama « Vous avez à peine changé un petit détail, c'est tout différent. » Brûlov répondit « L'art commence où commencent les petits détails. » C'est tout aussi vrai de la communication que de la peinture ou de la musique. Dit par certaines personnes, les mêmes mots paraissent plus vrais. Un vieux dicton au Parlement britannique assure que tout dépend de la manière dont on présente la question. Quintilien l'avait dit bien avant, alors que l'Angleterre était une lointaine colonie de Rome. Toutes les fortes sont semblables, disaient leurs fabricants. Mais 2 hommes ne sont jamais tout à fait semblables. Tout être est nouveau. Jamais personne n'a été exactement comme lui auparavant, et jamais personne ne le sera. Les jeunes
devraient prendre conscience de cette vérité, rechercher la particularité de leur personnalité qui les rend différents des autres et la mettre en valeur. La société et les écoles s'emploient à effacer leur caractère distinctif puisque la tendance est de nous faire entrer tous dans le même moule. Mais, je le leur dis bien haut, cultivez votre personnalité, car c'est votre trésor le plus précieux. C'est doublement vrai dans la parole en public. Des milliards de gens ont 2 yeux, un nez et une bouche, mais aucun n'est exactement comme vous. Aucun n'a exactement vos traits, votre tournure d'esprit. Très peu s'expriment comme vous quand vous parlez avec naturel. En d'autres termes, vous avez une personnalité. Comme orateur, c'est votre bien le plus précieux. Chérissez-la, développez-la. C'est l'étincelle qui donne force et sincérité à vos paroles. Je vous en conjure, n'essayez pas d'entrer dans un moule. Vous ne seriez plus vous-même, vous perdriez votre individualité. Troisièmement, communiquez avec vos auditeurs. Laissez-moi vous donner une illustration de la façon dont parlent des milliers de personnes. J'ai eu l'occasion de séjourner à Muren, station estivale des Alpes suisses. J'étais descendu dans un hôtel appartenant à une compagnie londonienne qui envoyait chaque semaine 2 conférenciers pour distraire les clients. Ce soir-là, une romancière anglaise bien connue prit la parole sur l'avenir du roman. Elle admit n'avoir pas choisi le sujet elle-même, et effectivement, elle paraissait ignorer ce qui valait la peine d'être dit sur la question. Elle avait pris quelques notatives debout, devant l'auditoire, sans le regarder, fixant parfois un point au-dessus de leur tête, ou bien jetant un coup d'œil sur ses notes sur le plancher, elle débitait ses phrases dans le vide, le regard vague et la voix inexpressive. Cela ne peut pas s'appeler une conférence. C'est un monologue. Il manque le sens de la communication. La qualité essentielle d'un bon discours, c'est le sens de la communication. Les auditeurs doivent sentir un message venant de l'esprit et du cœur de l'orateur vers leur esprit et leur cœur. Ces conférences auraient pu aussi bien être faites dans les vastes étendues sablonneuses du désert de Gobi. En réalité, elles s'adressaient plus aux murs qu'à des êtres vivants. On a écrit bien des sottises sur l'élocution. On a voulu la soumettre à des règles et à des rites mystérieux. La grandiloquence du passé était souvent ridicule. L'homme d'affaires qui recherchait dans une bibliothèque ou dans une librairie un ouvrage sur elle, éloquence, ne trouvait que des livres inutilisables. Heureusement, une nouvelle école a surgi, adaptée à l'esprit du siècle. Ses principes sont pratiques comme l'automobile, directs comme un télégramme, utiles comme la publicité. Les feux de l'éloquence d'autrefois seraient ridicules aujourd'hui. Un auditoire moderne, qu'il s'agisse de 15 personnes dans une réunion d'affaires ou de 1000 dans une salle de congrès, veut que l'orateur s'exprime aussi directement que dans une conversation. Il doit seulement parler plus fort et avec davantage d'énergie. Tout comme une statue placée au sommet d'un édifice doit être gigantesque pour paraître de dimension normale, vue du sol. À la fin d'une conférence de Mark Twain chez les mineurs du Nevada, un vieux prospecteur lui demanda « Est-ce là le ton naturel de votre éloquence ?» C'est ce que veut le public. Un ton naturel d'éloquence, un peu renforcé. Le seul moyen d'acquérir ce naturel est de s'entraîner. Si vous vous apercevez que votre ton paraît affecté, arrêtez-vous et dites-vous « Attention, ça ne va pas, réveille-toi, sois naturel ». Puis choisissez mentalement une personne dans l'auditoire, une personne du fond de la salle ou celle qui semble la moins attentive, et adressez-vous à elle. Oubliez les autres et engagez la conversation avec cette personne. Imaginez qu'elle vous a posé une question et que vous lui répondez. Pensez que vous êtes le seul à pouvoir fournir une réponse. Si elle se levait et vous parlait, vous lui répondriez, le dialogue prendrait alors immédiatement et inévitablement le ton plus naturel et plus direct de la conversation. Vous pouvez même poser des questions et y répondre. Par exemple, vous pouvez dire « Vous vous demandez quel preuve j'ai de ce que j'avance ? Je vais vous le démontrer. » Et vous enchaînez. Ce procédé peut se faire très naturel. Cela rompra la monotonie du débit et le rendra plus direct et plus agréable. Parlez à la chambre de commerce comme vous le feriez avec M. Dupont. En effet, qu'est-ce qu'une réunion de la chambre de commerce, si ce n'est une assemblée de Dupont et de Durand? La manière de parler à des individus ne conviendrait-elle pas lorsqu'ils sont réunis? Plus avant dans ce chapitre, j'ai évoqué la conférence d'une romancière anglaise à laquelle j'avais assisté. Quelques jours plus tard, j'ai eu le plaisir d'entendre dans la même salle Sir Oliver Lodge traiter ce sujet, les atomes dans l'univers. Il avait consacré plus d'un demi-siècle de réflexion, d'études et d'expérience à ce sujet qui lui tenait à cœur et dont il voulait parler. Il oubliait qu'il donnait une conférence. C'était le cadet de ses soucis. Son seul objectif était d'expliquer avec précision et clarté ce qu'étaient les atomes. Il essayait, sincèrement, de nous faire partager ce qu'il savait et ressentait.
Quel fut le résultat? Une conférence remarquable, pleine de charme et de puissance, qui marqua profondément les auditeurs. Sir Oliver était un orateur hors du commun. Cependant, je suis certain qu'il ne se considérait pas ainsi, que les personnes qui l'avaient entendu ne le prenaient pas pour un professionnel de la communication. Si vous donnez l'impression d'avoir suivi des cours d'élocution, vous ne faites pas honneur à celui qui vous les a donnés, surtout si c'est un de mes animateurs. Vous devez parler avec un tel naturel que personne ne puisse soupçonner que vous avez appris à le faire. Une fenêtre n'attire pas l'attention sur elle-même. Elle laisse simplement passer la lumière. Un bon orateur doit lui ressembler. Deux doit être tellement naturel que ses auditeurs ne prêtent pas attention à son style. Ils n'ont conscience que de son message. Quatrièmement, mettez votre cœur dans vos paroles. Votre sincérité, votre enthousiasme et votre conviction vous aideront. Quand un homme laisse filtrer ses sentiments, sa véritable personnalité apparaît. Les obstacles tombent. La chaleur de ses émotions brûle les barrières. Il agit, il parle spontanément, il est naturel. En somme, même dans la manière de s'exprimer, l'essentiel est toujours d'être sincère. Parlez avec votre cœur. À la faculté de théologie de Yale, lors d'une conférence sur l'art de prêcher, Dean Brown déclara « Je n'oublierai jamais la description d'un service religieux auquel un de mes amis avait assisté à Londres. Le prédicateur était George MacDonald. Il avait lu le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Quand vint le temps du sermon, il dit « Vous avez entendu ce que je viens de vous lire sur ces hommes à la foi profonde. Je n'essaierai pas de vous définir la foi. Des théologiens le feraient mieux que moi. Je veux seulement vous aider à croire. » Alors ce fut la manifestation simple, sincère, fervente de la foi personnelle d'un homme. Il voulait faire naître cette foi dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Il mit son cœur dans ses paroles et son sermon fut extraordinairement efficace parce que fondé sur l'authentique beauté de sa propre vie intérieure. Il mit son cœur dans ses paroles. Voilà le grand secret. Pourtant, je le sais bien, on n'aime guère ce conseil. Il paraît trop vague. L'individu moyen veut des règles éprouvées, nettes, presque tangibles, aussi précises que celles qui régissent le code de la route. C'est ce qu'il demande et ce que j'aimerais lui donner. Ce serait plus facile, et pour lui et pour moi. Ces règles existent, mais elles ne marchent pas. Elles enlèvent le naturel, la spontanéité, la vie aux paroles. Je ne le sais que trop. Dans ma jeunesse, j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de les pratiquer. Elles ne servent à rien. Edmund Burke écrivit des discours si parfaits et si logiques qu'ils sont donnés en modèle dans les collèges. Pourtant, Burke était un mauvais orateur. Il était incapable de mettre en valeur ce qu'il disait. On l'avait surnommé la cloche du déjeuner à la Chambre des communes. Quand il se levait pour parler, ses collègues se mettaient à tousser, à remuer ou bien dormaient ou s'en allaient. Vous pouvez lancer de toutes vos forces une balle d'acier sur un homme sans même faire la moindre entaille à ses vêtements. Mais si vous mettez de la poudre derrière une simple chandelle, vous pourrez lui faire traverser une planche de pain. Bien des discours simples, avec la poudre d'une force intérieure, font plus d'impression que des discours solides comme l'acier mais sans âme. Cinquièmement, exercez votre voix pour la rendre forte et souple. Quand nous communiquons réellement nos idées à nos auditeurs, nous utilisons de nombreux éléments physiques ou vocaux. Nous haussons les épaules, remuons les bras, fronçons les sourcils, nous changeons l'intensité et le registre de notre voix et nous parlons plus ou moins vite selon les cas. Il est bon de se rappeler que ce ne sont là que des effets et non des causes. Les modulations dépendent de notre état mental ou émotionnel. C'est pourquoi il est très important que nous possédions bien notre sujet, qu'il nous tienne à cœur et que nous ayons un désir ardent de le faire partager à nos auditeurs. Nous aimons la spontanéité et le naturel de la jeunesse. Cependant, en prenant de l'âge, nous avons tendance à figer dans un moule notre communication physique et vocale. Nous faisons moins de gestes. Nous varions moins notre voix. Bref, nous perdons la fraîcheur et la spontanéité de la conversation. Nous pouvons prendre l'habitude de parler trop lentement ou trop vite, et si nous n'y veillons pas, notre diction comporte un certain laisser-aller. On a souvent dit dans ce livre d'agir avec naturel. Il pourrait donc vous sembler qu'une diction défectueuse ou un débit monotone soit bon. S'ils sont naturels, ce n'est pas cela. Nous devons être naturels et nous exprimer avec conviction, mais nul n'osera prétendre qu'il ne faille pas améliorer son vocabulaire, sa richesse d'imagination, sa diction, son débit, la force et la variété de ses expressions. Chacun doit chercher à s'améliorer. Il est bon de s'entraîner à contrôler le volume de sa voix et la richesse de ses inflexions. Il est également utile de demander à ses amis ce qu'ils en pensent. S'il vous est possible d'avoir affaire à un animateur, c'est encore mieux. Rappelons-nous, toutefois,
que ces exercices doivent être faits régulièrement, car s'en préoccuper au moment important de prendre la parole serait désastreux. Lorsque vous commencez à parler, jetez-vous dans votre exposé. Cherchez de tout votre être à produire un impact mental et émotionnel sur votre auditoire. Il y a 9 chances sur 10 pour que vous parliez avec plus de force et d'effets naturels favorables que vous n'auriez pu l'apprendre dans les livres.